Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo historique pour vous parler de l'histoire de la musculation, du fitness, du bodybuilding, et pour vous expliquer d'où vient la notion de anatomomorphologie ou morpho-anatomie, donc morphologie et anatomie, qui est très en vogue actuellement et qui permet à de nombreux youtubeurs, plus ou moins jeunes, souvent très jeunes, de briller sur les réseaux en expliquant aux novices les variations anatomiques des individus pour pouvoir s'entraîner sans risquer de blessures. Alors, il faut savoir que dans ma jeunesse, la musculation, déjà il n'y avait pas les réseaux sociaux, et en France, on n'avait que quelques bouquins, quelques livres de musculation qui se comptaient sur les doigts d'une main, bien sûr, et on avait juste un ou deux magazines, voire 3 magazines, qui remplaçaient les réseaux sociaux et YouTube, toutes ces chaînes informatives, pour pouvoir se tenir au courant de l'actualité de la musculation et du fitness. Le principal bouquin, le principal magazine qu'il y avait, en France, c'était le Monde du muscle. Alors, aux États-Unis, il y avait Muscular Développement et surtout les célèbres musclés fitness de Joe Weider. Ça, c'était avant les réseaux sociaux. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En cette époque lointaine, les gens ne connaissaient pas l'anatomomorphologie et c'était venu à l'idée de personne d'expliquer la morphologie, plutôt d'expliquer l'entraînement en fonction des variations morphologiques. À l'époque, comme le dit Gundil, quand on voulait avoir les cuisses de Platz, fallait s'entraîner comme Tom Platz. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les vieux de la vieille connaissent, c'était le premier bodybuilder à avoir des cuisses surdimensionnées. Et si on voulait avoir les biceps d'Arnold, il fallait faire l'entraînement d'Arnold. On ne prenait pas en compte les variations individuelles de morphologie, absolument pas. On utilisait uniquement ces livres et on essayait de reproduire l'entraînement de ces champions. Et un jour, il y a plus de 30 ans, est arrivé un petit gars qui avait fait du powerlifting au niveau national, qui avait été vice-champion de France, qui était dessinateur, qui vivait de son dessin, qui travaillait pour le monde du muscle, ce qui lui permettait d'avoir de quoi remplir sa gamelle. Mais c'était pas grand-chose, mais il était passionné par le dessin, par l'anatomie. Et il s'était aperçu que ces histoires de s'entraîner comme Arnold ou comme Platz, que faire des squats à la façon d'eux ou des soulevés de terre à la façon d'eux, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que tout le monde avait des morphologies différentes. Alors, tout le monde, on trouvait de grands types morphologiques. Et comme il travaillait au monde du muscle, il avait réussi à avoir un petit boulot au monde du muscle, qui était un grand boulot en vérité, puisque c'était le seul magazine qui permettait aux passionnés de musculation et de fitness de s'instruire en France. Il n'était pas bien payé par le gentil Benamou, mais qui lui laissait carte blanche, donc même s'il ne touchait pas beaucoup d'argent, il avait quand même la possibilité de faire sa pub dans ce livre en faisant des beaux dessins et des belles fiches techniques et en expliquant aux gens ce qu'il désirait expliquer et en réformant, c'était son plaisir, en réformant toute la musculation, parce que lui s'était confronté aux bêtises ou à l'ignorance des anciens. Alors, il y avait beaucoup de choses intéressantes, mais les gens ne connaissaient pas l'anatomie, la morphologie, c'était quelque chose qui n'était pas tellement étudié. Et comme c'était un passionné d'anatomie et qu'il
en plus, suivait les cours des Beaux-Arts, les cours de Jean-François Debord, qui est mort il y a quelques mois cette année, et bien il a décidé de mettre tout ça dans ses fiches techniques du monde du muscle et d'expliquer l'anatomie, la morphologie et d'expliquer les variations morphologiques. Et ce petit gars, bien sûr, c'était moi, vous l'avez reconnu. Et il faisait du powerlifting à l'époque, pas de bodybuilding, mais il s'apercevait bien sûr que sur les championnats, c'était tout le temps les mêmes types morphologiques qui gagnaient. Les types assez longilignes étaient bons au soulevé de terre, et les types qu'il voyait arriver avec des bras courts et des jambes courtes, t'étais sûr qu'ils allaient avoir un bon squat et un bon coucher, et que quand on était un peu plus longiligne, il fallait déjà essayer de se préparer, c'était la stratégie, pour avoir un gros soulevé de terre, pour essayer de ne pas perdre trop de points au squat et au soulevé de terre. Donc ces approches de powerlifting nous ont permis de comprendre qu'il y avait des variations morphologiques et qu'il fallait les étudier. Et c'est pour ça qu'il a commencé à se lancer là-dedans. J'ai commencé à me lancer là-dedans et à étudier tout ça, à faire des calculs, des petits dessins que je montais pour voir les inclinaisons du buste sur des calques. Et j'ai fait ce bouquin, le guide des mouvements de musculation, qui est un bouquin qui montre les muscles tels qu'ils travaillent en mouvement, mais aussi j'ai rajouté, et ça faisait plaisir aux gens puisque j'apportais un plus, j'apportais toute cette approche anatomo-morphologique et je parlais des variations en morphologie. Alors il faut savoir que cette histoire des fémurs longs et fémurs courts, dont on entend parler absolument et qui est repris par tous les champions américains qui font des articles dessus, par toutes les chaînes du monde entier, c'est moi qui ai apporté ça, pas un autre, et ça a commencé il y a plus de 30 ans, j'avais 27 ans et j'étais au monde du muscle même avant. Alors il faut voir que le premier dessin que j'ai mis dans le monde du muscle, qui montrait justement ces fémurs courts et ces fémurs longs, c'était un dessin qui m'a été inspiré par le powerlifting, puisque je voyais des nains gagner en powerlifting, ils trustaient toutes les petites catégories, et je voyais aussi des types extrêmement forts en squat, souvent venus des pays de l'Est, qui avaient des jambes courtes et des grands bustes, et qui gagnaient. Et c'est pour ça que le premier dessin qui date, je devais avoir 26, 27 ans, je l'ai fait pour le monde du muscle, vous allez voir, celui-là que vous voyez alors c'est le guide des mouvements de musculation, mais ça c'est en néerlandais, c'est ce dessin qui est marrant à voir, vous voyez ici, et vous avez un nain avec des fémurs courts qui fait un squat, le buste est relevé, et ici un type avec des grandes jambes, et un fémur et un buste court, en proportion bien sûr, donc un bréviligne et un longiligne, et on voit que le bréviligne, le nain, lui, a le buste très relevé, et du coup, il va moins pencher en avant, et il aura un meilleur squat, en tout cas sur les maxi. Alors, bien sûr, c'est ça a presque 30 ans, moi, ça a 30 ans même, je crois, puisque, oui, ça a 30 ans. Ce dessin a 30 ans, donc c'est un dessin ça date d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il était paru dans le monde du muscle. Après, on a réuni tous mes dessins, les éditions de ce guide du monde de musculation ont continué. Et à ce moment-là, ça a fait un best-seller en France. Et ensuite, par la qualité des dessins et l'innovation que j'apportais, ça a fait un best-seller mondial. Et ça fait le livre de musculation qui est pris dans le monde entier pour l'enseignement de base. C'est le livre qui est le plus étudié en fac, qui est pris. C'est un livre qui est pris pour ses dessins, pour la simplicité de ses dessins, parce que, à la base, les Américains qui ont fait exploser les ventes de ce livre, il y a presque 3 millions de livres vendus aux États-Unis de ce type de livre, de celui-là, sont très visuels, c'est très pragmatique. Ils préfèrent du visuel à de grands textes techniques avec des calculs qui sont souvent assez abstraits, des calculs qu'on va prendre par cœur, et on ne va pas retenir l'essentiel. L'Américain est pragmatique, c'est un colon conquérant, ce qu'il veut c'est du résultat. Donc mon livre a explosé aux États-Unis, longtemps ils ont cru que je m'appelais Frédéric Delavere, quand j'allais sur les salons, on m'appelait comme ça, Delavière, Frédéric Delavière. Parce que je voyais mes éditeurs américains qui étaient très fiers de moi, Human Kinetics,
qui est une édition universitaire, et on a fait ce livre. Alors, l'apport, c'était bien sûr mes dessins de grande qualité, hein, comme vous les connaissez sûrement, je ne sais pas, je vais vous les montrer. Hein. Voilà, on rigole, mais ce sont des bodybuilders en anatomie, hein. Ce sont des types, ouais, ce sont alors des bodybuilders, mais aussi pas que des bodybuilders, des femmes. Hein. On peut voir des dessins de qualité, hein, le célèbre Hercule Farnèse que j'ai fait pour apprendre les muscles quand les types ont des concours ou veulent réviser. Hein. Donc c'était des livres, c'était des années, c'est paru dans le monde du muscle, tout ça à la base, donc avant les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai peaufiné mon travail sur la morpho-anatomie. Et j'ai été le premier à l'expliquer, et je suis même celui qui l'explique le mieux, puisqu'avant moi, hein, personne l'avait fait. Alors Starting Strength, je crois que c'est Starting Strength, je me souviens plus. Je crois qu'ils avaient fait un livre après moi, c'était pas avant, c'était après moi, mais ils abordaient absolument pas les différentes morphologies comme je l'ai fait. Hein. C'est moi qui ai vraiment apporté les variations morphologiques. Et ce premier dessin, c'est marrant parce que c'est le premier dessin qui est paru dans le monde du muscle, où on voit réellement un fémur long et fémur court. Hein. Avant, personne ne parlait de ça. Arnold en avait parlé un peu dans un texte, hein, en disant qu'il penchait en avant, mais ça ne faisait pas un livre et il n'y avait rien de traité sur l'anatomomorphologie. Alors on voit, c'est marrant que je vais vous les montrer, hein, j'ai plein de pages qui ont fait ma réputation et puis qui ont fait aussi ma richesse quelque part. Hein. C'est les pages sur le squat qui sont reprises partout, hein, tout ça a été repris bien sûr. Vous voyez, c'est le nain et le type plutôt longiligne qui font un squat différent. J'explique, bien sûr, les types qui ont une même taille, un longiligne ici et un bréviligne ici, en montrant les hauteurs, hein, en montrant que la taille du buste, hein, par rapport, le rapport buste-jambe, hein, varie et va rendre les mouvements différents. Donc, tout le monde ne peut pas s'entraîner de la même façon. Là, vous avez un type européen classique, asiatique, inuit, hein, je dirais bien, on a exagéré. Et ici, vous avez un type dans le genre sénégalais avec de très longues jambes, hein, pour montrer les influences. Puis j'ai montré toutes les influences, que ce soit ici, même en haltérophilie. Vous voyez de l'autre côté, au soulevé de terre, hein, au squat. Alors, la façon, si on avance les genoux ou on ne les avance pas, tout est indiqué. On parle de morphologie, on parle de biomécanique basique, bien sûr, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est déjà très avancé, hein, à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer tous les dessins qu'on a. Hein, voilà, les variations de type avec talons, sans talons. Donc, c'est très intéressant à comprendre. L'avantage du gros ventre, l'avantage d'écarter les jambes pour se redresser, et puis les différents types de jambes, hein, pas en taille, mais en forme. Et bien sûr, la taille ici, hein, des individus de profil, montrant les variations longilignes, brévilignes. Donc, c'était toujours très intéressant de montrer ça. Et, bien sûr, beaucoup de gens disent, mais c'est pas parce qu'on est longiligne qu'on peut pas faire de squat, de lavier à tort. Et je n'ai jamais dit ça. Moi, je fais de la biomécanique pure et dure. Tu peux très bien avoir de longues jambes et pas super adapté pour faire un squat classique, buste redressé avec un ratio buste-jambe favorable, donc petite jambe et long buste, mais tu peux être extrêmement fort et compensé par un fessier puissant, des lombaires en acier, hein, une souplesse de cheville et aussi un rapport tibia-fémur facilitant ta descente et limitant ton inclinaison. Mais j'ai jamais dit qu'il y avait impossibilité d'être très fort en squat quand on avait une morphologie qui n'était pas censée faire un super squatteur. Mais quand on va en compétition de powerlifting, on s'aperçoit qu'à un certain niveau, tous les recordman, on parle d'un très haut niveau, ils ont tous à peu près la même morphologie. Ce sont des brévilignes, on peut être un bréviling grand ou un bréviling petit. Un nain est un bréviling petit, mais il y a des types qui peuvent être très grands, avec un rapport buste-jambe presque celui d'un nain, j'exagère. Donc, ils ne vont pas pencher en avant. Puis en plus, comme ils ont un gros bide, ils ne vont pas s'incliner et le dos va être protégé. Donc, en général, les types qui étaient bons au squat, à un certain niveau, les meilleurs, hein, c'est ceux qui ont un bon rapport
buste, jambes, donc des jambes courtes et un grand buste, mais ça n'a rien à voir avec la taille, ça a à voir avec le rapport buste-jambes. Mais les petits, en général, ont des jambes plus courtes parce que la plupart des gens grandissent au niveau des cartilages de conjugaison, au niveau des membres, et en général, on prend de la taille au niveau des jambes. Mais des gens peuvent avoir une grande taille et des jambes courtes en proportion. Vous savez, on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou TikTok, on voit des filles qui sont assises l'une à côté de l'autre, elles ont la même taille, assises, donc la même taille de buste, et quand une se lève, elle a 2 têtes de plus que l'autre, parce qu'elle a des grandes jambes. Et c'est très intéressant de voir ça. Donc oui, bien sûr, ça va modifier la position, la morphologie va modifier la position du squat, va modifier souvent la capacité à porter lourd, mais un longiligne peut très bien être fort. Et puis, c'est pas parce que vous êtes plus penché en avant que vous allez forcément plus vous blesser. Bien sûr, il y a de multiples causes, mais évidemment, plus vous êtes penché en avant, plus le porte-à-faux est dur, plus vous risquez de tomber en avant, mais vous n'allez pas forcément vous arrondir le dos. Ce qui génère les hernies, c'est souvent l'arrondissement du rachis lombaire, les hernies du rachis lombaire. C'est les plus importantes puisque les disques sont les plus épais et c'est ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir des lésions dues en général à l'arrondissement répété avec des charges lourdes, des mouvements mal contrôlés, mais bien sûr sur des individus qui sont souvent prédisposés. Il faut le savoir. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas générer une hernie. Alors quand je dis qu'il ne faut pas arrondir parce qu'on peut avoir une hernie, tu as des types qui vont porter très lourd en arrondissement et qui ne vont pas avoir de hernie. Moi, je peux arrondir. Vous avez vu, j'ai passé une vidéo là, j'ai 58 ans, où je m'amuse à 210 kg en soulevé de terre. Mon dos, il tient et je sens rien sur le bas du dos. J'ai un buste court, j'ai des énormes disques intervertébraux qui sont sûrement en bon état. Ils sont très épais en plus, ils s'hydratent, ils se déshydratent. Je prends à peu près 4 cm dans la journée, je perds 4 cm dans la journée au réveil. Mon fils rigole parce qu'il est en pleine croissance. Donc moi, ça veut dire que je les ai essentiellement mes centimètres dans les disques, si tu veux. C'est ça qui est rigolo à voir, c'est pas le squelette qui va descendre en taille, tu vois. Donc c'est marrant à voir. C'est-à-dire que je dois avoir des disques encore bien hydratés pour mon âge avancé. Donc c'est intéressant à savoir. Donc maintenant, on peut faire un petit cours rapide sur qu'est-ce qui favorise un squat penché en avant ou debout. En général, c'est toujours le ratio buste-jambe. Plus les jambes vont être courtes, plus le buste va être grand. On ne vous dit pas plus vous êtes grand, mais plus vous êtes petit. Non, plus vous avez un ratio buste-jambe avec un grand buste et des petites jambes en proportion, comme les nains d'ailleurs, mais on peut être très grand avec quasiment une morphologie de nain, à ce moment-là, vous aurez un squat qui ne sera pas penché en avant, donc plus de facilité de monter avec une meilleure stabilité, puisqu'il faut, quand vous avez des longues jambes, d'essayer d'empêcher justement de piquer du nez, de vous péter la gueule avec votre barre. Donc ça va jouer. Alors d'autres personnes vont dire, il y a la souplesse des chevilles, on peut, en assouplissant les chevilles, permettre justement de gagner, de redresser un peu les genoux, le dos en avançant les genoux. Malheureusement, cette souplesse des chevilles est très dure à gagner, à acquérir. Et ça fait souvent partie d'un mythe de l'assouplissement, de gagner de la mobilité au niveau de la cheville. Souvent, on ne peut pas, c'est très difficile. On peut y arriver, mais vous allez tirer excessivement sur les tendons. C'est bien d'assouplir la cheville, mais en général, les gains vont être faibles et on est limité au niveau de la souplesse, on va dire, de la mobilité de la cheville, souvent par la forme de sa cheville, la forme de l'articulation, la forme des os, qui vont vous limiter, et aussi la structure musculaire du triceps sural, plus ou moins tendineuse et plus ou moins rigide. Donc, c'est pas évident. Alors, il y a aussi d'autres choses qui rentrent
en compte, c'est le ratio fémur-tibia. Mais ça vient après. Plus que vous ayez des jambes longues ou courtes, plus vous avez un fémur long et un tibia court, en proportion, plus vous avez un fémur long et un tibia court, plus vous serez penché pour une même taille de jambe. Et pour une même taille de jambe, si vous avez des tibias plus longs et un fémur plus court, vous serez à ce moment-là un peu moins penché. Ça joue aussi. Donc, le squatteur, bien sûr, le bon squatteur, il va avoir un grand buste, de petites jambes, mais un ratio tibia-fémur avec un petit fémur, j'exagère, mais on va dire un fémur relativement court par rapport à ses tibias, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ce n'est pas des choses qui se voient énormément, mais ça joue quand même beaucoup. Et s'il a en plus les chevilles souples, bien avec de la mobilité, il pourra à ce moment-là faire un beau squat tout droit. Donc tout ça, ça joue énormément sur la pratique du squat. On ne vous dit pas qu'il y a des morphologies pour le squat et d'autres qui ne sont pas faites pour le squat. Ça ne veut rien dire du tout. Il y a des morphologies qui favorisent un squat penché en avant et d'autres qui favorisent un squat redressé. Et les champions de squat ont toujours les morphologies qui se rapprochent du grand buste, jambes courtes, bon rapport fémur-tibia avec tibia relativement long par rapport au fémur et souplesse de cheville. Ça va juste dans ce sens-là, donc il faut le comprendre. C'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est quelque chose que j'ai apporté dans le domaine de la musculation et qui a été repris par des milliers de youtubeurs dans le monde entier. Et bien sûr, je n'en veux pas aux gens, mais ils oublient de me citer en sachant que la source, c'était Fred Delavier, c'était moi, et Michael Gundil après, qui a repris mes travaux de morpho-anatomie ou d'anatomomorphologie et qui est devenu mon collaborateur, mon associé, passionné, aussi passionné que moi, en biomécanique appliquée au sport. Et c'est nous qui avons changé tout ça et c'est fabuleux et passionnant. Et tous les petits jeunes, tous les blancs-becs, tous ceux qui ont juste la barbe, qui commencent à pousser et qui viennent enseigner de l'anatomomorphologie, sachez que c'est Papy Delavier, Cheikh Delavier, qui était le premier à vous expliquer tout ça et qui vous a aussi expliqué comment éviter de se blesser et qui a empêché des millions de personnes dans le monde de se blesser puisque nous avons vendu des millions de livres. Et n'oubliez pas, nous sommes recommandés dans le monde entier. Et ce bouquin qui paraît anodin, qui est traduit en 32 langues et est un livre qui est livre obligatoire dans de nombreuses universités, comme le MIT. Alors bien sûr, pas en physique, chimie, maths, puisque c'est un livre de biomécanique appliqué au sport, mais en enseignement du sport, qui sont des cours que l'on retrouve aussi au MIT, qui est l'université scientifique la plus prestigieuse du monde. Donc oui, Delavier, Frédéric, est non pas livre recommandé, mais lecture obligatoire au MIT. Donc c'est rigolo, bien sûr pas en maths, mais dans le domaine où je travaille, qui est le sport. Donc, ça fait plaisir. Donc, je vous montre à peu près les quelques pages que nous avons fait. On a sorti un livre sur les blessures où il y a encore plus de variations pour vous expliquer ça, mais c'est toujours passionnant de voir. On fait la morphologie aux épaules. Vous voyez, on parle des variations morphologiques aux épaules qui limitent certains mouvements ou les facilite, ou qui modifie la façon d'exécuter le mouvement. On parle, bien sûr, du développé couché. Alors, voyez, regardez, le développé couché, on voit toutes les variations en fonction des différentes morphologies, là-dedans. Les gens qui sont faits pour le coucher, ceux qui ne sont pas faits pour le coucher, mais on vous parle, on ne vous dit pas qu'ils ne peuvent pas en faire, que ce n'est pas bénéfique pour eux, on dit qu'ils ne feront pas des champions, c'est tout. Voilà la façon de réaliser le développé couché. Et vous avez tout ça qui est traité là-dedans, dans ces livres, pour que vous compreniez et que vous deveniez des gens instruits, non seulement en musculation, bodybuilding et en fitness, mais aussi en anatomie, en biomécanique
et en anatomomorphologie. Vous voyez, on continue, hein, les clavicules courtes, clavicules longues, les arrachements variables en fonction des morphologies. Hein, bien sûr, il y a des morphologies qui prédisposent à des blessures, mais ce n'est pas parce que vous avez cette morphologie que vous allez avoir cette blessure, parce que c'est multifactoriel. Quelqu'un qui a une souplesse importante des muscles en fonction d'un collagène, des tissus de maintien, des fascias plus ou moins flexibles, plus ou moins élastiques, ne risque pas forcément de déchirure musculaire. Il va peut-être plutôt risquer, par exemple, des luxations ou des subluxations articulaires, des problèmes articulaires plutôt que des arrachements musculaires. Tout ça varie d'un individu à l'autre, et tout ça a des causes, bien sûr, souvent génétiques. Voilà, encore, les variations pour le dos, on parle de tout ça, les variations individuelles, même pour la forme des muscles, même pour la descente, la montée des barres, en travaillant les dorsaux. Tout ça est très intéressant à comprendre. Alors, je vous remonte encore le squat. C'est les célèbres pages qui m'ont rendu connu dans le monde entier et qui sont souvent les pages les plus utilisées, les plus copiées par, bien sûr, tous les youtubeurs du monde entier. Je suis à la source de tout cela. Ça fait plaisir. Encore ces célèbres pages, tu vois. Et je vais t'en montrer d'autres, bien sûr. C'est un livre très complet qui va parler aussi de hernie, on parle de tout ça, mais c'est encore plus approfondi dans notre livre que nous avons sorti avec Michael Degendill sur blessures de musculation et de sport de force, où vous allez comprendre comment surviennent les blessures, comment les éviter et quels sont les protocoles souvent utilisés pour les soigner. Nous ne sommes pas médecins, c'est les médecins qui soignent. Nous, on prévient et on explique, et prévenir, c'est mieux que guérir. Voilà. Donc encore, il y a des morphologies en fonction des sexes, on en parle, puisque les femmes ne sont pas sujettes, bien sûr, forcément aux mêmes blessures que les hommes, de par leur morphologie faite pour porter des enfants à coucher, et aussi leur souplesse particulière qui les prédispose à certaines blessures par rapport aux hommes. La raideur des hommes les prédispose à d'autres blessures, et c'est toujours intéressant, bien sûr. En squat, vous avez pas que la longueur des jambes, la longueur, les rapports des segments, mais aussi la mobilité articulaire. Vous voyez que si vous avez un acétabulum qui est vers l'avant ou vers l'arrière, ça va tout modifier dans votre façon de faire le squat. Ça va bloquer votre squat si vous partez en avant ou vous permettre d'ouvrir grand les jambes. Vous avez qu'à acheter le livre, vous comprendrez. Et que beaucoup de blessures qui surviennent au labrum, donc c'est ce fibrocartilage qui entoure l'articulation de la hanche, mais aussi on en a un à l'épaule. Souvent, ça s'est abîmé par des mouvements à trop grande amplitude qui viennent cogner dans le labrum, bloquer votre squat, vous ne tombez pas en avant, vous dites « génial, je suis bloqué », c'est formidable. Souvent, des gens descendent et sont bloqués. À ce moment-là, c'est le dos qui va prendre. Ils vont arrondir. C'est souvent parce qu'ils ont la morphologie de la hanche qui leur empêche une flexion du fémur vers une flexion de l'articule de la hanche, du fémur, de la hanche vers l'avant et du fémur vers le haut. Ils ne peuvent pas remonter leurs genoux vers le nez, même s'ils peuvent faire le grand écart. Et au squat, quand ils vont descendre, ça va cogner, ça va abîmer le labrum et on se retrouve avec des pathologies de hanches très importantes à force de faire tout le temps ces mouvements. Et on abîme le labrum et on finit par abîmer l'articulation. On finit par avoir des ostéophytes qui poussent, de l'arthrose, et on finit souvent comme Santopani, c'est ça. Récemment, Yondi a sorti une vidéo qui a été obligé de se faire changer la hanche. Alors Santopani, c'est un homme que j'aime beaucoup, qui adore mes dessins, c'est pour ça que je l'avais utilisé, il était content, je lui avais filé le dessin en grand, et voilà, ça c'est Santopani. Alors il a changé, c'est Santopani que j'ai écorché. Je l'ai écorché parce que c'est quelqu'un qui est passionné par mes dessins, donc, je l'ai fait en écorché, je lui ai donné en grand les dessins, je lui ai donné des grandes reproductions, il était content parce que c'est un passionné, il m'aimait bien, il avait parlé de moi, il avait montré mes bouquins, donc, comme j'aimais bien son physique, elle avait gagné Monsieur America, je crois, et il avait un beau physique, j'ai filé les dessins, c'est lui, puis lui, il a eu un changement de hanche parce que, bien sûr, grand buste, jambes plutôt courtes, un squat bien droit, et il s'abîmait, puis il faisait des régimes énormes, puis il avait tendance à être gros. Donc, c'est toujours intéressant. Si ça vous intéresse de comprendre l'anatomomorphologie, comment s'entraîner en fonction de sa morphologie. On ne fait pas de la kinésiophobie, nous, on s'en fout. Les mecs qui nous accusent de kinésiophobie,
vous faites ce que vous voulez, les mecs, on n'en a rien à péter. Hein. Si tu es longiligne et tu veux faire du squat et que ça te va, bah fais-le. Hein. Il y a des mouvements qui sont plus ou moins dangereux, mais pour toi, il peut être sans risque et pour l'autre, il peut être dangereux. Fais-toi plaisir, mais évite de te blesser et on est là pour ça. Hein. On vous interdit pas des mouvements, on vous dit de faire votre entraînement du mieux possible en connaissant votre corps, en connaissant votre morphologie, en ne s'entraînant pas comme le voisin, mais en s'observant et, grâce à ce livre, en sachant quelle morphologie vous avez, quel type d'entraînement vous correspondra peut-être mieux, hein, mais bien sûr, c'est à vous d'essayer. Voilà, petite vidéo du soir espoir, pour me mettre une couronne de laurier et pour vous expliquer que tous les youtubeurs qui vous parlent de morpho-anatomie, d'anatomomorphologie, c'est un mot que j'ai utilisé, le premier, hein, c'est moi qui ai commencé par faire tous ces dessins et qui les ai mis une première fois dans le monde du muscle, hein, et aussi dans Muscular, je crois que c'était Muscular Développement, on faisait des articles avec Gun-Deal aux États-Unis, hein, avant bien sûr d'être sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, le guide des mouvements de musculation, Strength Training Anatomy, est devenu le livre numéro 1 parce que, les dessins sont vraiment magnifiques pour comprendre l'entraînement. Hein, on voit des trucs, voilà, hein, c'est du haut niveau. On vous parle de variation de fibres pour montrer la puissance d'une fibre en fonction de la forme de ses fibres sur le muscle même, de l'angle dans lequel va tirer la fibre. Donc, on vous parle de tout. Hein. Ce livre, le guide des mouvements de musculation, est une base. La méthode de Lavier vous permet aussi de vous entraîner. On a fait plein de livres différents. Et le guide des blessures, c'est un aboutissement pour maîtriser au mieux. C'est plutôt le livre Les blessures de musculation pour maîtriser au mieux son entraînement sans se blesser. Donc vous avez ici la base, le numéro 1 mondial, et on est numéro 1 mondial, utilisé dans les meilleures universités, obligatoire dans les meilleures universités, et livre d'ailleurs d'État et obligatoire en Chine, puisque c'est une université, c'est une édition universitaire chinoise qui nous a produit, et qui produit pour les universités à la base et pour diffuser dans les écoles de formation où le livre est livre d'État, donc des livres académiques produits par l'État chinois même. Et c'est une grande fierté. La France brille à l'étranger et Gun-Deal et moi, nous sommes vraiment diffusés là-bas comme nous sommes diffusés énormément en Corée. Et nos livres sont les références mondiales. Voilà, il fallait vous le dire. Et l'anatomomorphologie, c'est nous. Et tous les youtubeurs que vous voyez, ils peuvent être très bons, mais la source, c'est Cheikh Delavier, Fred Delavier, et son collègue Michael D. Gun-Deal. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.